La thèse principale que je développe, et là, à l'encontre de la tradition marxiste, je m'intéresse beaucoup à Marx, mais je m'intéresse autant à ses erreurs qu'à ses vérités. Alors, il me semble que la classe dominante est formée de deux pôles. Un pôle qui tourne autour de la propriété sur le marché, en l'occurrence de la propriété capitaliste, et un pôle qui tourne autour de la compétence dans l'organisation. Compétence entre guillemets. Alors pour vous le mettre en scène, je vous rappellerai cette célèbre page du programme, de la critique du programme de Gotha que vous connaissez peut-être. C'est écrit en 1880. Marx a pris un peu de recul par rapport à ce qu'il fait, s'intéresse à la commune russe, etc. Et voilà, il pose la question d'une question de l'avenir. Et il dit, pour la construction du communisme, il y a deux phases, qu'on a appelées par la suite celle du socialisme et celle du communisme. Alors, c'est Lénine qui a donné ce vocabulaire qui est resté. Alors, la phase, la victoire du socialisme, c'est quand les travailleurs unis, rassemblés, organisés par le procès de production, ont fini par se rendre maîtres des moyens de production et ont commencé à engager une économie sur la base de plans concertés entre tous. Voilà, ça, c'est la première phase. On appelait ça le socialisme. Et la seconde, dit Marx, et il laisse entendre qu'elle sera beaucoup plus longue, la seconde, pour la réalisation du communisme, il faudra que les travailleurs qui ont déjà fait cela se débarrassent de l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, ce n'est pas celle du marché, c'est celle de la fabrique. Il faudra qu'ils se délivrent de l'asservissante soumission du travail manuel au travail intellectuel. Ce sont ces termes. Voilà. Et alors, à partir de là, vont se développer de libres individualités qui vont être au principe d'une productivité raisonnable. Donc, d'où ce point central. Et ce point central, on l'a rencontré pour une part, vous et moi, je vois dans la génération un certain nombre d'entre vous, vers la fin de 68, où se posait la question de l'alternative politique. Il y avait deux fractions, comme vous le savez. Moi, j'ai fini par me joindre à la fraction, disons, du Parti communiste, où j'ai milité pendant 15 ans jusqu'à ceux qui me virent. Mais voilà, l'objectif, c'était la construction du socialisme. C'était clair. Et le programme commun était quand même fortement charpenté pour s'approprier encore un grand morceau des moyens de production et des grandes banques, etc. Évidemment, on pensait aller plus loin. D'autres, pendant ce temps-là, s'attaquaient directement, ou engageaient directement le communisme, dire les autogestionnaires, les opéraïstes, les anarchistes et autres. C'était... Bon. Donc, alors, ça permet de revenir sur Marx. Ce que Marx comprenait en deux phases, et du moins peut-être dans ce... Bon, en réalité, c'était deux faces du même problème, c'était deux batailles amenées dans le même moment, et je crois que c'est ça qui reste encore d'actualité. C'est du reste pourquoi on ne peut pas dire eux et nous, on va y venir. Alors, le fondement de cette analyse de Marx, c'est que pour Marx, il y a deux modes rationnels de coordination à l'échelle sociale, qui sont le marché et l'organisation. Et voilà, dans la présentation qu'il en donne dans le Capital, on commence le capitalisme en petit, et petit à petit on voit la concentration industrielle se développer, la grande entreprise, et avec la technique, etc., une classe ouvrière rassemblée. Et au bout d'un moment, dit Marx, finalement, peut-être qu'il n'y aura plus qu'une seule entreprise par branche, etc. Et à ce moment-là, la porte se verra ouverte peut-être pour le socialisme. Alors, on voit que ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il comprend bien que la modernité, ce n'est pas le règne de la raison, mais c'est l'instrumentalisation de la raison. L'instrumentalisation de la raison, parce que notre raison sociale est là, ces deux formes très fortes de coordination qui sont le marché et l'organisation, mais on acquiert de la propriété sur le marché, de la propriété capitaliste, on peut marchandiser la force de travail. Alors à ce moment-là, c'est instrumentalisé. Et même chose de l'autre côté,
l'organisation suppose des compétences pour organiser des moyens en vue de certaines fins. Mais cette compétence, entre guillemets, c'est aussi une denrée qui s'approprie par une fraction de classe. Donc la classe dominante a bien ces deux faces. Je vais examiner l'une et l'autre tour à tour avant de venir à l'autre classe que j'appelle la classe fondamentale. Vous voyez, donc je suis dans la tradition marxiste, mais très hétérodoxe. Mais en même temps, de manière rationnelle, si je peux dire. Alors voilà, le pôle capitaliste, évidemment, il domine à partir du processus d'exploitation. Pour moi, ces données de valeur travail, plus-value sont très importantes. C'est vraiment le temps où on est au travail. Bon, Pessuel, Burnous, la tension de l'esprit, du corps, etc. Ça reste d'actualité. Et ça passe en plus-value parce que tout le surproduit eh bien, s'accumule spécifiquement dans la société moderne sous forme de plus-value abstraite, etc. Et c'est l'origine de la propriété capitaliste. Elle n'est pas analysable autrement. Donc ces catégories sont très après. Ça ne veut pas dire qu'on puisse s'autoriser de ces calculs de valeur et plus-value pour faire du calcul économique. Ça ne peut pas du tout servir à ça. Par contre, ça nous donne une idée très claire de la logique des capitalistes. Les capitalistes n'ont d'autre logique que celle de la plus-value. Point. Quelles qu'en soient les conséquences sur la société et sur la nature. Point. Donc c'est le Marx fondateur de l'écologie. Il n'y a pas de fondation plus radicale que celle-là. Dire le capitalisme est orienté vers la plus-value. Alors maintenant, ce pôle, comment l'apprécier? Alors, il est très déterminant, parce que la propriété capitaliste va permettre de faire bouger le monde, d'aller investir là-bas, ici, etc. Bon, pas vous expliquer. Mais alors, quand on dit 1%, 3%, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que si la classe dominante était faite de ceux qui possèdent 1% et 3%, on l'aurait balayé depuis très longtemps. La classe ne domine que si elle est une masse. Cette classe capitaliste est surpuissante, mais elle est impuissante si elle ne... Bon, parce que pour faire du profit, il faut produire des marchandises. Les marchandises, il faut qu'elles aient une certaine valeur d'usage, etc. Donc, il y a tout de même un certain nombre de contraintes. Valeur d'usage, ça dépend pour qui. C'est peut-être pour faire des avions de destruction massive, etc. Mais c'est une valeur d'usage pour un acheteur. Donc, mais on comprend très bien que la classe qui possède les moyens de production, à elle toute seule, elle est extrêmement fragile. S'il n'y a pas ce pôle des compétents, il ne suffit pas que Renault fasse des profits. Pour faire des profits, il faut faire de bonnes bagnoles, si je puis dire. Il faut avoir des gens qui n'ont pas forcément dans l'entreprise envie de faire du profit, mais envie de faire de bonnes bagnoles. Voilà. Donc c'est une autre logique, etc. Donc il y a donc un pôle. Alors maintenant, je me réfère aussi à Gramsci, où Gramsci disait une classe dominante n'est dominante que si elle est dirigeante. Alors, qu'est-ce que c'est que diriger et voilà, versus dominer? Eh bien, il faut analyser, je crois, cet autre pouvoir qui n'est pas le pouvoir de la propriété, qui est d'acheter, de vendre, d'embaucher, de licencier, d'emprunter, d'investir, de désinvestir, etc., qui est celui que Foucault appelait le pouvoir savoir. Il appelait ça le savoir-pouvoir. Alors, bon, il se trompe sur plusieurs côtés parce qu'il laisse entendre que le pouvoir donne du savoir. C'est pas... Mais bon, c'est une sorte de rhétorique un peu tordue. Mais ce n'est pas non plus le savoir. Parce que le savoir, c'est la chose la plus répandue qui soit. Mais un certain nombre de savoirs sont faits pour être porteurs d'autorité. Voilà, il y a des savoirs qui ne sont, quand ils sont délivrés, vous acquérez une autorité. Quand vous l'exercez, vous exercez une autorité. Voilà, ça c'est le pôle compétent. Et donc il y a quelque chose de très précieux qui vient, pour moi, conceptuellement du côté de Foucault, même s'il n'en fait pas un usage formidable. Mais dans Surveiller et punir, il montre très bien qu'il y a un autre pouvoir. Et Bourdieu le montre aussi d'une certaine manière dans des catégories qui sont
peut-être insuffisante. Il dit, voilà, il y a le, le capital économique et le capital culturel. Alors bon, pour lui, il y a des dotations de capital économique, des dotations de capital. Mais disons qu'il y a quelque chose de vrai. Et comme Marx explique que dans le procès de production lui-même, il produit les classes en produisant un clivage. Il ne produit pas la classe comme une chose, mais il produit la classe comme un clivage au sein de la société. Quand le procès de production est accompli, voilà, d'un côté, il y en a qui n'ont que leur force de travail à représenter pour reproduire, ils ne peuvent pas eux-mêmes engager. Et les autres ont le profit et plus. Donc le rapport de classe, c'est une sorte de clivage. C'est pourquoi les classes n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. Et Bourdieu montre ça aussi dans la manière dont l'éducation produit d'un côté des compétents, de l'autre côté des non-compétents, entre guillemets. Produit. Donc il y a quelque chose. Bon, après, il faut évidemment corriger beaucoup. Alors, disons que Foucault montre très bien la nature de ce pouvoir et Bourdieu comment il se reproduit. Enfin, on peut. Bon, oui, il y a beaucoup de sociologues bourdieusiens marxistes. Hein, c'est un maître. Voilà. Ils sont ses compétents. Alors, il y a un sociologue américain, anglais qui est très célèbre, qui s'appelle Goldhope, dont les idées un peu sont répandues en Europe et même pénètrent les statistiques officielles. Il dit que ce sont des gens qui sont en charge de direction ou d'expertise. Voilà, et on leur fait confiance, en échange de leur confiance, ils ont un peu plus. Bon, on peut penser plutôt que c'est une question de rapport de force. Alors, en gros, ce sont les managers, administrateurs, professeurs, médecins, etc. Bon. Alors, je pense que c'est pas faux. Il faut prendre... il n'y a pas simplement que les 1 ou 3% qui travaillent. Il y a aussi cette autre partie de la classe dominante qui fait masse, qui est là, toujours là. Et elle revient au premier signe. Mais alors, elle participe aussi à l'exploitation, mais pas à l'exploitation capitaliste, parce que l'exploitation n'est pas... C'est un terme général qui ne veut pas toujours... Et dans ce qu'on appelle le capitalisme, ce n'est pas un bon mot pour moi, le capitalisme. C'est un mauvais terme. Disons, dans la forme moderne de société, il y a une exploitation qui est non capitaliste, celle de ces compétents qui gagnent 50% ou de plus que le salaire moyen, ou 100%, etc. Ce qu'ils reçoivent, c'est une exploitation de statut, on peut dire. C'est dans le rapport de force, ils obtiennent de quoi se renouveler dans leur statut, de quoi l'exercer et le renouveler, c'est-à-dire habiter les beaux quartiers où sont les bonnes écoles, etc. Donc il y a bien une exploitation de compétences. Mais ça ne veut pas dire que tous les gens qui sont dans cette catégorie, je parle administrateurs, médecins, professeurs, etc., professeurs, sont forcément des ennemis, pour prendre un mot, parce que ce dans quoi ils travaillent, c'était évoqué du reste par Pierre Darcas ce matin, ce sont dans des institutions, et toi tu as encore appuyé, Eugène, telles que l'école, l'université, la santé, l'information, etc., qui ne sont pas des créations du capitalisme. Là où les capitalismes sont très puissants, ils instaurent l'esclavage, tout simplement. La grande plantation américaine était remarquablement organisée du point de vue rationnel pour apporter du profit. Et partout où elle peut, elle réintroduit des choses qui se rapprochent de l'esclavage, comme vous le savez. Donc toutes ces choses, voilà, on parlait de l'école bourgeoise, c'est vrai en partie, mais c'est en partie quand même très faux. Voilà. Donc ces gens-là sont dans des institutions qu'ils gèrent, ils ne sont pas les fonctionnaires du peuple, mais d'une certaine manière, voilà, ils sont dans des institutions qui les dépassent, et en plus, ils exercent un pouvoir qui n'est pas exactement de même nature, même pas du tout de même nature que le pouvoir capitaliste. Parce que le pouvoir capitaliste est muet, d'une certaine manière. Plutôt, ils communiquent par la publicité, etc. Ils communiquent entre eux. Mais tandis que le pouvoir compétent, il se communique, forcément. Parce qu'il est là pour donner des ordres, se faire entendre, motiver, etc. Il a toutes sortes de ruses, se réserver, en laisser le moins possible. Néanmoins, il est dans un rapport qui est de nature très différente avec l'ensemble du peuple. C'est pourquoi le peuple va le traiter différemment. Alors on en vient
à la classe fondamentale. Enfin, moi, alors je prends le mot peuple, mais au sens de peuple social. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ce n'est pas le peuple civique qui est le tout, c'est le peuple social qui est seulement une partie. Peut-être simplement 75% ou 80% ou plus. Mais voilà, ce n'est pas non plus le peuple ethnique. Le peuple social, il est fait, bon, il est fait de race, comme vous le savez, un peu différente. Enfin bon, c'est des mots. Mais voilà. Donc le peuple. Mais je prends le peuple comme une classe. Et pourquoi je parle de classe populaire? Et je l'appelle la classe fondamentale. Parce qu'elle n'est pas seulement la classe dominée, elle fait bien, elle n'est pas simplement la classe laborieuse, working class, des choses comme ça. Elle chante, elle danse, elle pense, elle invente, etc. Elle est vraiment la classe fondamentale. Elle n'est pas simplement la multitude, il y a un peu de ça chez Negri. Mais bien de Negri, mais attention de le penser en termes de classe. Voilà. Alors, dans ma vision des choses, il n'y a pas de classe moyenne. Parce que il y a un moment où on est plus dirigeant que dirigé. Alors ça, c'est évidemment, c'est tautologique d'une certaine manière. C'est mouvant. Il y a des compétences tout d'un coup qui s'effondrent, etc. Et puis, bon, c'est mouvant. Mais il y a un moment, voilà. Donc, alors, la lutte d'en bas. Alors, j'ai dit, il y a deux principes de coordination à l'échelle sociale, le marché et l'organisation. Et il y a deux forces sociales qui s'articulent, qui à la fois convergent et en même temps sont en tension, divergent quelquefois. Et il faut analyser les classes populaires de la même façon. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la lutte des classes d'en bas? Vous savez, si vous avez pratiqué le syndicalisme, c'est pas simplement une lutte contre la classe dominante, c'est une lutte contre, disons, des luttes contre des processus de marché, contre l'instrumentalisation du marché. C'est par exemple, on nous ne traitera pas de n'importe quelle façon, on va exiger des salaires d'une certaine manière, d'un certain niveau, etc., d'une certaine garantie. C'est aussi une lutte contre l'instrumentalisation de l'organisation. On va dire, on va bien travailler, mais il faut reconnaître notre qualification. Il y a une lutte sur ces deux plans. Et le résultat de la lutte, ce sont des acquis ou des conquis. Et les conquis, ce sont l'envers des privilèges. Chaque fois qu'il y a une conquête, c'est une baisse des privilèges, et chaque fois qu'il y a une défaite, c'est une augmentation des privilèges. Je pense qu'il y a un intérêt analytique à penser en termes, pas simplement de classe dominante, de classe dominée, mais à bien comprendre qu'il y a ces deux ramifications. Alors, donc, par exemple, les fonctionnaires luttent plus dans un rapport de hiérarchie, etc. Les travailleurs indépendants plus dans des rapports de marché, les salariés du privé entre les deux. Mais dans tous les cas, il y a un facteur marché, un facteur organisation. C'est pourquoi il y a bien une seule classe populaire. Il y a une unité de classe populaire, il y a une unité en haut, il y a une unité en bas. Avec évidemment en l'occurrence, il y a des strates aussi. Et la strate principale, vous la connaissez, moi je l'appelle la division en strates. Un peuple A qui a réussi à conserver encore un certain nombre d'acquis, de conquis, etc. Et un peuple B qui en est pour une part dépourvu. Et cette classe, elle est faite en grande partie de femmes, d'étrangers supposés étrangers, etc. Et maintenant d'une jeune génération. Ce qui veut dire que la classe fondamentale, c'est aussi une affaire de race, entre guillemets, de sexe et de génération, et aussi de localisation, province, etc. Donc, le peuple, il est en proie disons, au péril de sa dislocation. Il n'existe, voilà, comme en soi, si on veut prendre ce terme, que dans la mesure où il arrive à la surmonter. Alors, conclusion de cette conclusion partielle, il y a bien deux classes, une classe dominante et une classe fondamentale, mais il y a trois forces, parce qu'en haut, il y a deux composants, deux pôles, comme je dis, le pôle compétent et le pôle, voilà. Et le pôle capitaliste et le pôle composant. Donc le paradoxe de la lutte politique, ce serait le paradoxe d'un duel triangulaire. On ne peut pas dire eux et nous. Et ce duel triangulaire va porter nécessairement ceux d'en bas à avoir certains rapports d'alliance avec les compétents ou une partie des compétents. Mais cette alliance ne peut réussir que s'il y a une unité du peuple.
donc une unité du peuple qui est assez puissante pour hégémoniser les compétents. Voilà ma grammaire d'analyse. Je m'excuse, je dépasse un peu les temps là. Et alors la deuxième partie, c'est la structure politique de l'État-nation. Parce que le pouvoir de classe n'est pas tout. Il y a le pouvoir des classes, l'État, la République, mais il y a aussi la nation. Vive la République, vive la France. C'est une autre catégorie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'État? Pour moi, l'État, c'est un peu les marxistes qui disent ça, mais c'est un rapport entre les classes. L'État, c'est le rapport politique entre les classes. Et l'appareil d'État, c'est, disons, l'ensemble des fonctions de l'État-nation. C'est, disons, le Parlement, le gouvernement, l'Assemblée, l'administration des finances, l'armée, la police, etc. Ça, c'est l'appareil d'État. Là, peut-être je diverge un peu de la tradition proudhonienne, je pense. Et cet appareil d'État, il est l'enjeu de la lutte politique de classe. La lutte politique de classe va transformer cet appareil d'État, en changer les fonctions, en un sens ou dans un autre. Et je crois que ce que Marx appelait abolition de l'État, ça voulait dire que le peuple maîtrise toutes ses fonctions collectives. Pas sûr qu'il y ait au fond de grandes oppositions, parce qu'il faudra bien quand même un certain nombre de choses, mais disons, il faut distinguer, pour moi c'est devenu clair progressivement, l'État qui est le rapport politique entre les classes, et l'appareil d'État qui est cet ensemble de fonctions qui en sont l'enjeu. Alors, après, il y a toutes sortes de paradoxes, parce que la société moderne, qui est fondée sur le marché et l'organisation, en fait, bon, mais je ne peux pas tout vous expliquer, mais le marché et l'organisation, ce sont des médiations. Des médiations qui sont nécessaires à partir du moment où la coopération immédiate n'est plus possible parce que c'est trop compliqué. Quand c'est trop compliqué, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'organise, on délègue quelqu'un, etc. Ou bien on laisse les choses au marché. Donc, elles sont censées n'être que des médiations et renvoyer à l'immédiateté où on est tous égaux malgré tout. Donc la société moderne est fondée sur le présupposé d'égalité entre tous, donc d'un gouvernement à majorité. Elle est fondée sur cette référence à. On va dire qu'elle n'est pas fondée sur la raison, parce que tout ça va être instrumentalisé, ça n'est donné, ça n'existe comme instrumentalisé, et la lutte de classe est une lutte contre cette instrumentalisation. Mais cela demeure. Je viens de lire un texte, j'ai aussi beaucoup d'acquaintance sur les Chinois de Wang Wei, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un éminent intellectuel chinois, avec lequel j'ai des rapports. Il dit au peuple chinois, il ne reste plus rien que la Constitution. Parce que la Constitution, elle dit des choses très fortes. Elle dit, voilà, on fonde un État de la classe ouvrière, c'est-à-dire un État où on est tous égaux, en fait. Et voilà. Donc, c'est quelque chose, cette référence, évidemment, ce n'est qu'une référence, mais elle existe. Alors là, on comprend qu'on est dans le duel triangulaire. Parce que, oui, le paradoxe, c'est que, donc, on va se gouverner à la majorité. Et la majorité, c'est le milieu, mais donc il y a la droite et la gauche. Mais bizarrement, on n'a pas à droite la classe dominante et à gauche la classe fondamentale. À droite, on a les capitalistes et à gauche, on a, disons, des compétents ou des gens. Disons, c'est une question de pondération, mais ça ne veut pas dire toujours la même chose. Mais par exemple, en Allemagne, on a les conservateurs et la social-démocratie. En Angleterre, classiquement, les libéraux et les travaillistes. Aux États-Unis, on a les républicains et les libéraux, mais à l'époque actuelle, c'est pas exactement la même chose. Et disons, prenez dans tous les partis d'Europe, c'est un peu ça. Traditionnellement, c'était une sorte de répartition. Alors maintenant, où va se mettre le peuple? Le peuple, naturellement, il se place aussi sur la gauche, parce qu'il a des accointances particulières avec ses compétents. Alors ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, les compétents chavirent complètement, mais même quand ils chavirent complètement, il y a cette structure profonde de la société qui demeure quelque part, qui demeure aussi comme un potentiel. Voilà. Donc il y a forcément deux gauches, classiquement. Hein. Une gauche élitaire, une élitaire comme la compétence, l'élite autoproclamée, et une gauche populaire. Donc le duel triangulaire, ça va être
voilà, ça débouche pour moi sur une théorie de l'hégémonie. L'hégémonie, c'est toujours ce jeu entre les trois forces. Quand les capitalistes, enfin, il y a une contradiction principale. En général, elle passe et une contradiction secondaire. En général, la contradiction secondaire, elle est entre les capitalistes et les compétents, et la principale, elle est entre eux et tout le reste. Mais il est arrivé un moment, on peut dire, dans l'État social national, c'est une expression, hein, où le mouvement populaire a été si fort dans le monde entier, à travers bon, au moment et c'est déjà, ça commence déjà avec le Mexique d'une certaine manière, même, on peut dire même la Turquie en un certain sens. Et voilà, et puis après les révolutions communistes, les guerres de libération, etc., qui ont mis en avant une union entre le peuple et les compétents. Parce que le marxisme, qu'est-ce que c'est que le marxisme? Le marxisme, c'est un mouvement qui est fondé sur l'articulation du peuple et des compétents. C'est absolument clair. Bon, tous les grands partis communistes, vous avez à la tête, vous avez les intellectuels, etc. Le premier gouvernement bolchevique, ils avaient tous le bac plus 4, il y avait même une femme, etc. Bon, donc c'est pas par hasard. Alors après bon, quand on supprime le marché, les compétents deviennent tout puissants. Bon, alors simplement, je voudrais évoquer ici Carl Schmitt. C'est un être abominable. Mais il fait comprendre qu'il n'y a pas que les rapports de classe. Il y a aussi les nations. Ça existe. Et moi, il m'a aidé à comprendre que quelque chose quand même n'a pas été compris par les marxistes et par les autres, c'est que voilà, l'appropriation des moyens de production par une classe, c'est c'est abominable, mais l'appropriation d'un territoire par une communauté, ça n'est pas plus innocent. Et ça, c'est l'État, parce que cette belle chose, infrastructure, superstructure, qui est très intéressant, ça veut dire que tout ça marche ensemble, etc., et ça n'a pas de géographie. Euh, ça se passe nécessairement quelque part, dans un lieu circonscrit, sous un pouvoir, et des pouvoirs qui sont inégaux, donc il y a centre, périphérie, etc. Et là, aux limites, c'est pas la lutte des classes, c'est la guerre qui tue évidemment beaucoup plus de personnes. Je pense que, bon, les amis anarchistes, ils sont... Bon, il y aurait beau... alors, donc, en fait, toutes les choses concrètes sont à la fois euh, structurelles, structurelles, elles ont à voir mais en même temps, elles sont systémiques. Ça a bien été évoqué dans l'exposé de notre ami Pierre, Richard tout à l'heure. En Amérique latine, évidemment, il y a des rapports de classe. C'est pas par hasard si même les populismes sont une fois dirigés par les compétents et une fois dirigés par les capitalistes selon le moment. Il y a bien des rapports de... Mais les rapports de classe sont quand même pris déjà dans d'autres rapports de classe pré-capitalistes et dans des rapports de nation, de race, etc., de colonisation, de colonialité, si on peut dire. Moi, j'apprécie ce terme en réalité. Donc, tout est structurel. En plus, tout est ce qu'on appelle les races. Bon, en fait, c'est le rapport entre la structure de classe et le système monde qui fait ce qu'on appelle des rapports de. On dit classe, sexe, race. On veut dire race, c'est pas très bien choisi. Alors, sexe, c'est autre chose. Parce que les rapports de classe, c'est des rapports, les rapports structurels de classe, c'est des rapports systémiques de monde. Ça a une certaine unité conceptuelle. Ça tient à ce que les rapports de classe se constituent sur des territoires qui sont bon, dans un rapport centre-périphérie. C'est pas par hasard si ce sont quand même des marxistes, d'abord sud-américains puis anglo-saxons, qui ont inventé les idées du système monde, etc. C'est un rapport. Tandis que les rapports sociaux de sexe, c'est autre chose. Ça a un autre fondement qui est forcément biologique au départ, mais c'est une instrumentalisation de rapports biologiques. Alors après, ils sont se croiser avec les rapports de classe, les rapports de sexe d'une manière très importante. Mais voilà, il faut bien distinguer les choses si on veut comprendre comment elles s'entrelacent. Alors, maintenant, comment on va s'organiser? Je vous dis un mot quand même sur... après, je vous dis, dans la conclusion, en discussion, je serais peut-être amené à vous dire pourquoi je pense autant de mal de Laclos et de Mouffe, encore plus que Pierre, je pense. Et puis aussi autour de Dardot, Laval, etc., qui sont intéressants. Mais bon. Alors, bon, là, on est dans une certaine conjoncture.
bon, c'est la conjoncture qu'on peut dire du néolibéralisme. Pour moi, elle est très liée au fait que, bien sûr, Thatcher, Reagan ont levé le drapeau, parce que là, c'était plus possible de continuer comme ça. Mais pourquoi ils ont gagné? En grande partie parce que les forces productives ont fait une révolution avec le numérique, etc. Et qu'on a pu, à ce moment-là, délocaliser la production là où le salaire était égal à zéro, avoir des îles vierges où on pouvait planquer ses impôts, garder. Bon, et à partir de là, on a pu diriger l'économie au-dessus des frontières. Il y a quelque chose de l'État-nation qui s'est effondré. Non pas qu'ils disparaissent, mais comme tu l'as dit, ils sont appelés à d'autres fonctions. Et alors, les fonctions, d'être le foyer où la classe populaire et les compétents pouvaient, dans un espace national, se faire un projet commun. Par exemple, le programme commun de gouvernement, il était fondé ce qu'on allait faire ouais, dans l'espace national français. Mais du côté des socialistes, on avait déjà compris que c'était fini, quoi. Et moi, je n'accable pas trop les communistes. Je pense que le sol leur est tombé sous leurs pieds. C'est-à-dire, en 77, ils ont compris leur incompétence. Quelque chose dans le marxisme commun manquait pour affronter cette situation. À partir de là, bon, les potentiels théoriques des uns et des autres qui viennent de l'anarchisme ou du marxisme est très important. Alors, maintenant, dans cette conjoncture, eh bien, il y a aussi une conjoncture technologique qui, au moment où l'État-nation s'effondre comme foyer de cet rapport un peu positif quand même. C'était aussi l'époque de la colonisation, hein, mais disons, dans l'espace national, il se passait quand même quelque chose de positif. L'aspect technologique, le numérique, ça change tout par rapport au parti aussi, parce que ça donne immédiatement la possibilité de chacun parler avec chacun, qu'il y a des grandes délibérations collectives, que tous décident, etc., comme on sait. Mais évidemment, c'est aussi inventé pour les besoins du commerce. Alors, s'il y a quelque chose de hautement instrumentalisable, c'est bien sûr aussi le numérique. Néanmoins, voilà. Jadis, disons, moi je prends comme grande organisation de référence, par exemple, les organisations communistes, c'était fondé sur deux éléments solides. C'était l'entreprise et le quartier, la localité. La ville de Nanterre, quand j'y étais dans les années 70, on était 300 communistes. Il y avait 60 cellules, 32 quartiers, 30 entreprises, et on préparait le société. Évidemment, tout ça, c'est un peu fondu, et est arrivé le numérique, l'élément liquide, si on peut dire. Alors, comment on va faire désormais? Alors moi, au terme de ce livre, je n'ai pas d'autre proposition à faire que celle que j'ai faite depuis 2012, avec un certain nombre d'amis qui sont là, et que j'ai remise toujours en avant. Je vous proposais de refonder le front de gauche sur une base d'association à la base. C'est une proposition assez anarchiste, mais je dois dire que c'était une bonne idée. Il ne suffit pas d'avoir des bonnes idées, il faut avoir la capacité de les défendre. Et on aurait dû enflammer ensemble cette idée. On n'a pas réussi. Alors là, je me suis décidé à me battre davantage en produisant ce bouquin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que oui, le quartier, c'est là où les gens vivent, travaillent, ont leurs institutions immédiates, qui sont l'école, le dispensaire, les institutions sociales, la mairie, les commerces, les lieux où ils se rencontrent, les lieux de loisirs, de sport, etc. C'est là où ils ont leur vie immédiate, où ils se connaissent en face à face. Certaines mesures, certains, ils peuvent se faire connaître, etc. Tout le monde ne connaît pas tout le monde, mais il y a des faisceaux de... Donc, pour moi, c'est là le lieu d'organisation, surtout s'agissant des classes populaires. Des classes populaires et du peuple B. Parce que pour les gens les plus dépossédés, leur identité... J'ai lu beaucoup les sociologues des classes populaires pour préparer ce bouquin. Ils se définissent beaucoup par le lieu où ils sont. On habite Nanterre Centre, on habite le Petit Nanterre, par exemple. Petit Nanterre, bon, c'est une population qui est plus immigrée, pas complètement, mais bon. Mais voilà, la population du Petit Nanterre. Je vous raconterai quand même cette anecdote, elle date d'avant-hier soir, où il y avait tout un groupe de jeunes du Petit Nanterre, des jeunes, des femmes, des militants associatifs, avec le maire et quelques conseillers municipaux, mais c'est eux quand même qui sont le fer de lance, qui disent on va préparer les municipales
déjà, il faut y penser, parce que sinon, ils vont nous faire refaire le coup des législatives. Et nous, on aime Nanterre. Ils n'ont pas raconté ils n'ont pas parlé du maire, de son dernier mandat, etc. On aime Nanterre parce que peut-être on est né dans le bidonville à Nanterre. C'est certains les plus âgés. Et on est accédé au HLM, etc. Mais à Nanterre, on a été reçus de manière fraternelle. On nous a considérés comme tout le monde. Voilà, dans toutes les institutions, on a été. Donc, on veut défendre. Là, bon, pour moi, c'était l'état de grâce. Je pense que beaucoup d'entre vous auraient été très heureux. Les amis communistes étaient un peu perplexes, les conseillers municipaux se demandaient où on allait. Mais pour moi, ça, c'est un signe. Alors, voilà. Alors, donc, c'est autre chose. L'organisation, je ne sais pas comment l'appeler, mais vous savez, il y a l'organisation des travailleurs, l'association des travailleurs. Et la tendance, disons, anarchiste, c'est plutôt association. Et pour moi, ce n'est pas la forme parti ni la forme mouvement, quoi qu'il y ait à prendre là-dedans, mais c'est une forme association dans laquelle il y a une association, une véritable association. Un collectif, on peut donner un nom, mais un collectif autonome, responsable, durable, à qui on reconnaît de mener la bataille sur un espace territorial donné, et aussi de s'autogouverner et de proposer des responsables pour des investitures, des candidats pour les élections de toutes sortes. Tant qu'il y en a encore. Alors après, on peut remonter les échelons. Ce n'est pas le plus difficile. Et il faut évidemment un collectif au sommet, etc., qui sache orchestrer. Il faut peut-être des grandes voix, il faut peut-être là, des tribuns à ce moment-là. Plusieurs, si possible. Et voilà, parce que s'engager, c'est être dans la même, je termine, être dans la même situation, être réélu 4 fois de suite, c'est pas bon, mais être présenté 4 fois comme candidat ou 3 fois, c'est aussi mauvais, parce qu'on clé autour de toi, autour de forcément une. Voilà. Donc, alors, c'est tout. Simplement, il faut que le droit de tendance soit respecté. Voilà. Et donc, en ce sens, disons, les anciens partis, associations, etc., pour moi, ils ont toute leur place. Mais à titre de tendance, ce que je dis à mes amis des partis communistes, vous devez reconnaître que vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes une tendance dans, disons, l'association populaire. Là, voilà excusez, j'étais un peu plus long, mais bon, c'est ma manière de voir les choses.